Day Trading, le podcast, la fiscalité pour le trader actif, troisième partie. Salut tout le monde, ici Patrick à la barre pour un autre épisode captivant sur notre série Fiscalité. Aujourd'hui, on va prendre un sujet très typique, mais en tout cas qui est très important, là, qui est, on va avoir un focus sur le REER. Fait qu'on va essayer de voir, dans le fond, quelles sont les stratégies les plus avantageuses pour chacun d'entre nous. Puis pour ceux qui vont écouter l'épisode, la journée qui va sortir, bien, vous allez voir qu'on est comme à fin février. C'est comme le timing minuit moins une. Fait que peut-être qu'un de ces trucs-là va vous aider cette année. Sinon, bien, c'est toujours bon d'accumuler nos connaissances pour d'année en année, optimiser nos trucs. Toujours en compagnie de mon cher mentor Fuji Master. François, comment ça va? Ça va super bien. Toi, Patrick et Vincent? Ça va très bien. Et Vincent aussi. Bonjour, Vincent. Bien, toujours là, toujours présent. Moi, c'est toujours... Ben, écoute, à chaque enregistrement, je suis un petit peu fébrile. C'est pas seulement du fait que on sait qu'il y a des gens qui vont écouter, mais c'est du fait que le sujet est toujours... captivant, puis à chaque petit truc qu'on peut apprendre pour devenir un meilleur trader, moi, je suis heureux comme un roi. C'est ça. Puis tu sais, quand on a parti cette aventure-là des podcasts, je me suis dit, on va vite faire le tour, tu sais, le trading, puis ce milieu-là, un moment donné, on va avoir fait le tour de la cassette, mais à chaque fois qu'on en parle, tu sais, on brainstorm après, puis on veut chercher des sujets pour le prochain podcast, puis c'est pas un sujet qu'on trouve, on en trouve 5-6. Fait que là, je pense qu'on est en retard. Ouais. On n'est pas en retard, mais on a du matériel pour 3-4 saisons et plus. Fait que bref, notre aventure, ça va durer plus longtemps que... Pas que je pensais, mais on a du matériel. Fait que c'est oui. Oui, un gros défi. On a un bon capital d'idées, disons. Oui, mais comme tu dis, l'aventure va durer le temps qu'on voudra bien qu'elle dure, mais à date, on a beaucoup de plaisir, fait que ça devrait perdurer encore un petit bout. Fait qu'aujourd'hui, on va y aller avec notre spécial REER. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont être curieux, qui vont vouloir en savoir plus. Puis, on s'est basé, encore une fois, sur les questions, plusieurs questions des membres du groupe Facebook, donc pour s'assurer qu'on répond à leurs questionnements. Et la première question, là, dans la petite liste qu'on a aujourd'hui, c'est « Puis-je faire du day trading dans mes REER et ou mes CELI? » Alors, qu'en pensez-vous, monsieur le fiscaliste? Moi, premièrement, je vais vous prendre votre opinion, parce que moi, mon opinion, je pense qu'elle est assez connue. Je vais prendre elle de François en premier, puis je vais juste confirmer ce qu'il va dire, je pense. Oui, c'est ça. C'était faire du day trading dans REER CELI, c'est une question, j'ai l'impression de radoter, parce que je le dis souvent dans la communauté, mais c'est ça, c'est une question récurrente. On va espérer de répondre à la plupart des interrogations, mais day trader dans le REER CELI, rapidement, quelqu'un qui veut une réponse à brûle pour point, je dirais non. Il ne faut pas faire ça parce que ça peut devenir rapidement aux yeux du gouvernement du revenu d'entreprise. Et puis, REER, CELI, on risque d'avoir une cotisation. Donc, il y a quelques règles. Puis quand je dis des règles, c'est des zones grises pour le gouvernement. Vincent pourra confirmer, mais il y a plusieurs règles, puis c'est des zones grises. Tu sais, le monde aimerait ça avoir une réponse franche, puis sûre à 100%, mais c'est ça la beauté de la chose. Pour le gouvernement, il s'assure tout le temps de laisser ça zone grise pour pouvoir vous questionner. Mais bref, faire du day trading dans le REER CELI, selon moi, encore là, il n'y a pas de recommandation, vous le faites si vous voulez, mais moi, je dis que c'est à proscrire. Faut pas faire ça, parce que encore là, si vous êtes un peu comme moi dans ma situation, que vous transigez quand même activement, ils vont rapidement dire que c'est du revenu d'entreprise, mais si vous êtes monsieur, madame, tout le monde qui font 2-3 transactions par semaine, encore là, c'est borderline, mais tu sais, il n'y a pas de barème. Mais tu sais, on parle d'environ une centaine de transactions par année. Puis c'est quoi les intentions en arrière de tout ça? Donc, c'est pas votre revenu principal, je dirais, ça peut aller, mais sinon, à proscrire. Vincent pourra peut-être continuer, là, parce que, ouais, c'est ça. Donc, je vais en rajouter, c'est qu'en fait, tu couvres bien le questionnement qu'il faut se poser. Ça revient au premier podcast qu'on a enregistré entre le revenu d'entreprise et le revenu de gain en capital. Donc, si on le fait dans notre CELI, c'est sûr qu'on
c'est un mécanisme qui a été créé par le gouvernement fédéral pour avoir des revenus libres d'impôts, d'investissement. Fait que si ça devient notre principale activité, ben c'est certain qu'ils vont venir nous taxer un jour. En fait, qu'est-ce qu'ils viennent faire? C'est qu'ils vont enlever le statut au compte de fiducie de placement sous forme d'un CELI, d'un compte enregistré libre d'impôts. Dernièrement, via le Club des initiés, ils m'ont demandé de faire des recherches, puis je me demandais s'il y avait vraiment un article de loi précis qui visait ça. Puis en effet, il y a vraiment là, un passage dans la loi de l'impôt qui mentionne que si un revenu d'entreprise est généré dans un CELI, ça peut faire perdre le statut de compte de fiducie libre d'impôt. Donc, dans le CELI, je vous dirais, oublier complètement l'idée du day trading. Dans le REER maintenant, le REER, faut plutôt se rappeler, excusez-moi, que les retraites sont imposables. Donc, c'est sûr qu'on offusque moins l'Agence du revenu du Canada quand on va aller faire du day trading dans notre REER. Par contre, il faut considérer que peu importe que ce soit le CELI ou le REER, on va réaliser des pertes. C'est un taux de succès de 100% en day trading. Je pense que personne n'est capable de réaliser ça. Puis le gros désavantage du CELI et du REER, ben, c'est que nos pertes sont pas bonnes. Fait que, oui, on ne paiera pas d'impôt sur nos gains, sur nos revenus, sur nos dividendes, mais on ne pourra pas utiliser les avantages des pertes. L'un mis dans l'autre, c'est, je vous dirais, faire une perte dans un REER ou dans un CELI, c'est vraiment à proscrire, parce que c'est une perte sèche qu'on appelle en fiscalité. C'est vraiment une perte qu'on retire absolument rien de cette perte-là. Il n'y a pas d'avantage fiscal, aucun avantage monétaire d'aller dans le REER puis le CELI pour faire du court terme, là, je dirais. Puis ils vont dire, bon, moi, je fais des swings. Ben, des swings, que ce soit de 3-4 jours, d'une semaine ou vraiment plus long terme, un mois, 2 mois, 3 mois, je suis un petit peu plus ouvert. Si c'est pas votre principale source de revenus, puis vous êtes comme moi, un employé, puis vous prenez des swings à l'occasion sur une semaine, sur 2 mois, ben, dans la loi de l'impôt, quand même, il y a un principe fondamental qui dit que le contribuable il a le droit de prendre des bonnes décisions d'affaires pour maximiser sa richesse. Donc, si, même chose, j'ai acheté une action, puis je pensais qu'elle allait me monter, mais finalement, je la revends que j'ai une perte à court terme rapidement, puis 2-3 jours plus tard, je la rachète plus bas, c'est permis. Il ne faut pas voir la quantité de transactions, mais bien le principe attaché à ces comptes-là. C'est fait pour faire de l'investissement. Fait que, mais vraiment, le day trading, là, je suis du bord de François, c'est à proscrire. Puis, il n'y en a pas parlé. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence, mais est-ce que ça vous tente d'être parmi les premiers au Canada qui vont se faire prendre d'avoir fait du day trading dans leur CELI, de devoir engager un avocat fiscaliste pour vous défendre comme quoi que c'était pas que vous étiez pas un day trader? Je vous conseille vraiment pas. Là. Ouvrez-vous un compte comptant, puis sur marge, là, puis dans ce cas-là, les pertes sont déductibles, c'est vraiment plus avantageux. Puis moi, c'est par curiosité, mais dans le fond, supposons que tu le fais, là. Tu as fait du day trading dans ton REER, puis là, il te vérifie, il refuse tout ça. As-tu des amendes ou tu as juste comme une cotisation? C'est comme si tu avais fait exprès pour eux autres de l'évitement? Ou? REER, comme c'est imposable au retrait, je suis intéressé de le voir. Le CELI, c'est de la spéculation, parce que comme j'ai dit, il y a eu un cas de jurisprudence, une dame de Sherbrooke. Elle a gagné, donc elle n'a pas été cotisée comme revenu d'entreprise. Mais elle, quand on lit la cause, c'était quand même assez évident que c'était de l'investissement. C'est juste un très gros montant. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? C'est sûr, comme j'ai déjà dit, ils peuvent revenir 3 ans en arrière. Fait que, moi, je dirais que tes 3 dernières années, tes revenus seraient imposables. Puis j'imagine que tu ne récupères pas ton droit de cotisation qu'on a habituellement. Supposons que c'est un REER, puis ils t'annulent ça, ils ne vont pas dire on te le remet, là, tu vas pouvoir reprendre.
Comme REER, ça serait intéressant. CELI, c'est assez clair que tu perdrais, d'après moi, ton régime à vie. OK. Puis pour bonifier ça, si un jour on se fait cotiser, pour avoir parlé à quelqu'un du gouvernement un moment donné, dans le temps, parce qu'il faut bien faire ça, le montant si on se fait cotiser, tu vas avoir des pénalités, plus de l'intérêt sur l'argent que tu as dû, que tu dois. Donc, exemple, si tu as fait, on va dire, 25 000 après 3-4 années, avec les pénalités et intérêts, ça remonte quasiment à 100 % du montant que tu as fait. Donc, si tu voulais sauver de l'argent, okay. Ça, c'est qu'est-ce qu'on m'a dit il y a très longtemps, mais j'imagine que ça fonctionne encore de même. Là. Je ne sais pas c'est quoi le taux d'intérêt du gouvernement, mais les pénalités plus intérêt, plus intérêt sur pénalité, ça s'est rendu quasiment à 100 % du gain que tu as fait. Donc, pour sauver peut-être un peu d'argent, c'est ça. Donc, payer 100 % de redonner tout l'argent qu'on a fait, je trouve que c'est pas un bon gamble d'essayer de tricher. Là. Un peu comme Vincent a dit, on rouvre un compte comptant ou un compte marge, puis on passe en dessous du radar, puis on fait bien ça. Juste pour l'intérêt, pour que vous soyez au courant, tout le monde, c'est 5 % à partir de la date de l'avis de cotisation, okay, auquel se rajoute 1 % par mois c'est énorme. Qui passe c'est par énorme. jour depuis la date de l'avis de cotisation jusqu'à un maximum de 17 %. Donc, le 5 plus 12 mois, ça fait 17 % d'intérêt. Donc, si c'est sur 3 ans, 17 %, ça fait un bon montant d'intérêt. Là. C'est ça, au final, ça ne vaut pas la peine. Prenez pas de chance. Là, si vous voulez faire du day trading, puis juste si on se pose la question, déjà en partant, ça devrait être un red flag. Là. Si on se pose la question, ben faites-le pas. Prenez pas de chance, ça ne vaut pas la peine. C'est un bon principe, ça. Dans le doute, on se retient, puis on valide après. On peut faire des recherches, mais on se retient le temps qu'on n'est pas sûr. Moi, je pense que c'est sage. Oui, c'est ça. En cas de doute, on y va pour le langage trading, on y va pour la trade sûre. On calcule nos risques ratio-reward, puis on ne fait pas la trade si c'est pas bon. Ouais. Le bénéfice-risque. Bénéfice-risque, excusez la glississe. En français. OK, on poursuit avec la prochaine question. Ça vous va? Oui. Qui est un complémentaire un peu à celle-là. Les gens se posent la question, quoi mettre dans le REER ou quoi mettre dans le CELI? Ben, juste les transactions gagnantes, évidemment. Les trades perdantes, on les fait pas. Évidemment. Ben, ça, chacun pourrait avoir une opinion là-dessus. Et François l'a bien décrit. Moi, personnellement, je dirais REER, j'ai une expression que j'utilise un peu, là, c'est des titres qui sont plus boomer, des compagnies stables, fiables, qui versent des gros dividendes, parce que je ne paye pas d'impôt sur le dividende, donc vraiment des compagnies un petit peu moins excitantes pour les fluctuations journalières, mais que sur le long terme, ils vont toujours être présentes. Par contre, dans le CELI, c'est sûr que c'est là qu'on viserait notre coup de circuit, hein? Parce que vu que le retrait n'est pas imposable, donc oui, en effet, personnellement, je ferai un petit peu plus de risque dans mon CELI. Donc le REER, vu que je vais payer de l'impôt au décaissement, ben c'est là que je veux vraiment le capital, il s'accroît. Et de l'autre côté, ben le CELI, oui, je vais avoir beaucoup de titres stables et peu risqués, mais je vais quand même essayer à l'occasion des petits montants pour essayer de frapper là, vraiment, d'acheter une action très basse et de la conserver longtemps pour réaliser un gros gain en capital que je vais pouvoir sortir. Ici, des trading, on aime ça faire différent. Puis là, je vais vous poser la question. On n'en a pas parlé avant le podcast. Je vais vous prendre peut-être par surprise. Mais au lieu de parler tout le temps général, là, comme tout le monde fait, Vincent, il a dit dans notre REER, on met des titres de qualité, quelque chose de pépère. C'est quoi qu'on met dans le REER? C'est quel genre de compagnie? Après ça, moi, je vais... Et toi, c'est quoi, Vincent, tu mettrais là-dedans? Sans donner un conseil d'achat, là, quel genre de... Parce que je suis sûr que tout le monde se le dit, là, se pose la question. Oui, de la qualité, mais c'est quoi de la qualité? C'est quoi de la qualité? Ben moi, ça me dérange pas de nommer des sociétés. Vois-tu, Enbridge,
verse un excellent dividende. C'est une société qui verse des dividendes de façon aristocratique, qui l'augmente d'année en année. C'est un des bons dividendes, puis une des sociétés les plus fiables au Canada. J'ai aussi des billets de crédit suisse qui sont à côté sur l'huile ou sur l'or, qui versent des gros rendements, des gros yields dessus. J'ai des ETF qui vont avoir des grosses distributions mensuelles, liquides, cash, le capital varie pas beaucoup. Mais par contre, actuellement, avec l'état des marchés, vu que ça fluctue beaucoup. OK, mais c'est ça. Tu nommes beaucoup de titres, puis c'est très bien ça. Mais tu sais, pour les auditeurs, là, on va faire ça très simple. Si vous voulez des titres de qualité, allez-y, surtout comme Vincent parle un peu avec les ETF. Exemple, pour le côté américain, on parle souvent du Dow Jones. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Dow Jones? C'est un indice qui regroupe les 30 plus grosses compagnies aux États-Unis, dans les 30 plus grosses compagnies aux États-Unis. Donc, si vous voulez aller avec de la qualité, on n'a pas besoin de commencer à vous dire des titres de qualité. Regardez les indices qui composent les gros indices mondiaux, tels le Dow Jones, le S&P 500. Au Canada, on va parler du TSX. Souvent, c'est des compagnies qui ont été... souvent, ceux qui décident de mettre ces compagnies-là dans les indices, ils ont fait leur devoir. Puis généralement, c'est souvent des compagnies solides. Donc, exemple, dans le Dow Jones, il y a 30 compagnies. Alors, regardez les compagnies qui vous intéressent, qui répondent à vos besoins. Si vous aimez le secteur bancaire, il y a quelques compagnies là-dedans. Si vous aimez les secteurs technologie, il y en a là-dedans. C'est sûr que la technologie de ce temps-ci, ça se fait beaucoup affecter. Mais c'est ça, tu sais, c'était pas une question piège, là, mais tu sais, si vous voulez mettre des trucs dans votre REER, comme Vincent parle, quelque chose de plus sûr, plus pépère, regardez les indices majeurs, le S&P 500, le Dow Jones, le TSX au Canada. Regardez les compagnies qui composent ça. Puis généralement, peut-être pas tout le temps, mais je ne suis pas gêné de dire à 95% et plus, c'est des compagnies de qualité. Tu sais, on essaye tout le temps de chercher le coup de circuit, le titre qui va faire 20, 30, 50% en peu de temps. Des fois, c'est bien de penser à long terme puis y aller avec la qualité. Donc, je vais refermer la parenthèse, mais c'est ça. Tu sais, on va essayer d'y aller un peu plus concrètement, là, sans donner un cours de trading, mais si vous voulez chercher des titres de qualité, regardez les titres qui composent les indices majeurs mondiaux. Souvent, c'est de la qualité. Bon, fait que ça, c'était mon côté trading. Juste pour trading, je sais qu'on ne parle pas souvent que je pense que les membres plus jeunes peut-être ne connaissent pas. C'est que beaucoup de compagnies ont des actions privilégiées aussi. Tu sais, ils fluctuent pratiquement pas ces actions privilégiées-là. C'est pratiquement des débentures, des billets qu'on achète. On va les acheter pour le gros dividende, tu sais, pour le revenu qui rentre dans le REER. Donc, tu sais, c'est d'avoir, tu vraiment faire un portefeuille qui va générer des liquidités, puis oui, qui va moins fluctuer. Là. Comme tu dis, il ne faut pas viser le circuit là-dedans. Mais il y a d'autres types d'investissements qu'on peut avoir dans le REER qui, en tout cas, moi, actuellement, je suis beaucoup plus orienté vers la liquidité, là, qui va m'amener des revenus de liquidité. Les jeunes, nous aussi, les plus vieux, on aime ça regarder la crypto, puis les NFT, puis tout ce qui est relié à ça, puis on voit des rendements mirobolants, mais je ne dis pas que c'est pas bon de ne pas en acheter, mais il faut se diversifier. Puis à un moment donné, il faut penser pour le plus long terme. Tu sais, même ceux qui veulent investir dans le Bitcoin sans nécessairement acheter de la crypto-monnaie, il y a plein de ETF ou de fonds négociés en bourse qui sont spécialisés dans le Bitcoin. Là. Donc, on achète concrètement le Bitcoin. Là. Donc, vérifiez ça pour se diversifier. C'est bien d'acheter de la pâte à dents Colgate, mais c'est bien aussi peut-être d'avoir un peu de titres reliés à la crypto-monnaie peut-être pour le long terme. Ça peut, si ça nous permet de regarder un peu notre REER une fois de temps en temps, puis peut-être plus alerte, puis surveiller qu'est-ce qui se passe dans notre portefeuille. Là. Donc, mais si j'entends ce que Vincent expliquait, ces cryptos-là, on les met dans le CELI. Puis là, c'est là qu'on en pogne un coup de circuit. C'est ça que j'ai entendu. Oui, c'est ça, effectivement. Dans le REER, on y va plus avec la pâte à dents, du coke puis des épiceries. Puis dans les deux cas, on ne peut pas déduire les pertes de toute façon. Il faut être conscient de ça. Ça ne change rien. OK, c'est intéressant. On poursuit. Le temps avance, ça va bien. Donc, il y avait une
question générale là, qui demandait les stratégies applicables, au pluriel, là, au commun des mortels pour minimiser l'impôt sur le revenu et sur les gains en capitaux. Déjà là, ce qu'il expliquait tantôt, ça répondait déjà à cette question-là avec le truc du CELI puis du REER. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à commenter là-dessus? Ben, les économies d'impôt là, par rapport au REER et au CELI, il faut le voir chacun dans la perspective de notre situation personnelle. Le REER et le CELI, surtout le REER, c'est un outil qui est là pour les salariés. En fait, comparativement à un entrepreneur qui a une société par action, ben, le salarié a beaucoup moins d'options pour réduire son revenu imposable. Donc, c'est sûr que pour le salarié, l'usage du REER est quand même important. C'est un rendement qui est immédiat. Hein? Faut pas se faire de cachette. Donc, j'ai un taux d'impôt de 40%, je cotise 10 000 nonobstant des autres, d'autres crédits d'impôt ou autres revenus, j'aurais quand même 4 000 qui revient du gouvernement fédéral et provincial. Puis, il ne reviendra pas d'une autre façon. C'est la seule façon pour un salarié d'avoir une économie d'impôt. C'est qu'est-ce qui m'amène à parler aussi, c'est quoi la valeur d'un REER et d'un CELI pour ces différentes personnes-là. Pour un salarié, un REER, c'est fort intéressant. Outre l'économie fiscale et le rendement qu'il obtient immédiatement, ben, lui, c'est son seul fonds de pension, c'est sa seule épargne qui va pouvoir se générer au fil du temps. Il reçoit un salaire, ça fait qu'il va déjà avoir le RRQ, il va avoir la pension du fédéral aussi. Donc, ça lui permet d'avoir, avec le RRQ, plus le REER, plus la pension au fédéral, ben, ça permet de te construire un patrimoine pour ta retraite. L'entrepreneur qui est en société par action, ben lui, le REER, c'est tout à fait différent. Parce que lui, souvent, il va avoir une corporation, puis il va faire travailler ses liquidités tout le long de l'existence de sa compagnie pour maximiser la valeur. Donc, pour lui, le REER, ben, c'est de sortir de l'argent sous forme de salaire de sa compagnie. Il va payer un impôt personnel sur son salaire. Oui, il va avoir une déduction dans la compagnie pour le salaire qui a été payé. Il va pouvoir cotiser à son REER. Mais là, il prend plus d'argent dans sa compagnie pour créer son fonds de pension. Après ça, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il aurait été mieux de maximiser l'argent dans sa société? Peut-être payer moins d'impôts sur son capital? C'est vraiment la situation des personnes qui va décider est-ce que le REER est bon. Le CELI, c'est sûr que le CELI, c'est, je dirais, faut le maximiser. C'est même bon de le maximiser le plus tôt possible, puisque les revenus des salariés, comme moi, si je prends par exemple mon revenu imposable en date d'aujourd'hui versus quand je suis sorti de l'école, ben, mon taux d'imposition va augmenter. Donc, logiquement, je vais cotiser à mon CELI en premier, puisque mes retours d'impôt seront plus grands quand mon salaire, mon taux d'imposition aura monté. Donc, si vous me suivez, c'est que c'est vraiment, on remplit le CELI au départ, et après ça, on va dans le REER, on va en mettre, parce que mon retour d'impôt, chaque tranche de 1 000 que je vais mettre dans mon REER, ben, il est beaucoup plus payant lorsque mon salaire est rendu imposé à un taux de 45 versus un taux qui était, par exemple, de 25 quand je suis sorti de l'école, là. Ce que ça veut dire, c'est que, comme tu expliquais tantôt, c'est que si tu investis dans ton REER, tu as comme un rendement instantané là, qui est ton économie d'impôt. Mais si tu investis dans ton CELI, ben, tu as comme un rendement négatif automatique. Si, mettons, je suis un entrepreneur, j'ai sorti de l'argent de mon entreprise pour le mettre dans mon CELI, là, tu pars dans le rouge. Fait que pour ça que tu dis que quand tu es jeune, c'est le temps, parce que tu ne payes pas beaucoup d'impôts, puis quand tu es plus vieux, puis que tu as un plus gros taux d'impôt, ben là, ça fait plus de sens. OK. Mais si les rendements du CELI et du REER sont égaux par ailleurs, je veux dire, si dans ton CELI, tu obtiens un 5 dans ton REER, tu obtiens un 5 l'impôt au décaissement du REER versus pas d'impôt du décaissement au CELI va faire que tu vas te retrouver pratiquement dans une situation égale si ton taux d'imposition est le même qu'au moment de la cotisation. Ou est-ce que la planification fiscale puis
le principe de l'avantage fiscal du REER, c'est de dire que ça a été prouvé là, par l'OCDE, entre autres, que quand on arrive à 65 ans, notre rythme de vie, notre besoin de liquidité est moindre. Généralement, les gens ont fini de payer leur maison. J'allais dire que le prix des maisons aujourd'hui, peut-être qu'à 65 ans, il y en a encore qui vont la payer. Mais bon, généralement, tu arrives à ta retraite à 65 ans, ben, tu as un paquet de dépenses que tu n'as plus besoin de payer. Même le fait de travailler activement, comme moi, ben, on a des chemises, tout ça, on a des vêtements pour rencontrer des clients, on a beaucoup moins de dépenses. Fait que là, l'économie fiscale du REER se matérialise plus tard, quand on le décaisse. OK. C'est ça, écouter un pro parler, hein? Chacun son domaine. Moi, j'écoute puis j'apprends. C'est des belles subtilités. On va poursuivre avec la prochaine question, dans le fond, qui est en lien aussi, mais que c'est quoi l'impôt au décès versus le décaissement des REER et le FER et tout ça, là? C'est quoi la mécanique de ça? Bon, l'impôt au décès, premièrement, je vais peut-être annoncer une mauvaise nouvelle à plusieurs contribuables canadiens. Ben, il faut payer de l'impôt sur la totalité de notre valeur mondiale lors de notre décès au Canada. Donc, grosso modo, on fait notre bilan à la juste valeur marchande, bien entendu, c'est pas beaucoup, et on va payer de l'impôt sur la totalité de notre avoir, incluant les REER. Donc, le gouvernement, pour éviter que les gens s'accumulent l'argent et ne retirent jamais leur REER, puis finalement, ça grossisse à l'abri de l'impôt, puis que l'impôt arrive seulement au décès, ben, il oblige les contribuables canadiens, à partir de l'âge de 71 ans, de convertir leur REER en FER, qui est grosso modo une rente. C'est établi, c'est un calcul qui est fait généralement là, par la compagnie qui gère vos placements ou avec qui vous faites affaire, votre plateforme avec qui vous faites affaire pour gérer vos fonds. Et le calcul va sortir un chiffre que vous êtes obligé de décaisser à toutes les années. Donc vraiment, là, on vide le REER volontairement. On va payer de l'impôt sur le décaissement. Là, je l'ai vu sur des groupes Facebook, il y a beaucoup de mésententes sur si c'est imposable, si c'est pas imposable. Un FER, c'est imposable. C'est simplement, c'est que sur le retrait obligatoire, il n'y a pas d'impôt prélevé à la source. Donc, on reçoit, si moi, mon retrait obligatoire est de 40 000, je reçois le plein 40 000. L'intérêt, c'est qu'il ne faut pas tout le dépenser parce qu'il va y avoir une facture d'impôt à la fin de l'année. Ce revenu-là, il est admissible au crédit d'impôt pour les revenus de pension. Donc, mais c'est pas un immense montant. Le crédit d'impôt, là, j'ai pas en tête les chiffres exacts parce que je fais pas réellement de déclaration de particulier. On parle là de 1 800 $ au fédéral et d'un 2 600 au provincial. Donc, c'est pas notre 40 000 $ qui est exempté d'impôt, c'est seulement une petite partie qui nous donne un crédit. Où est-ce que ça devient dommageable? C'est que dans une situation qu'une personne a des immeubles à revenus, travaille encore, reçoit sa Régie des rentes du Québec, reçoit sa pension du fédéral, encore un petit emploi à temps partiel dans l'entreprise ou travaille tout simplement encore à temps plein à 71 ans, ben vous comprenez que s'il a accumulé un gros REER, son retrait de FER va être imposé à un taux très élevé, ou du moins beaucoup plus élevé que qu'est-ce qu'il avait pensé quand il avait cotisé. On prend un titre d'exemple, je vais me servir de toi, Fuji. Fuji a accumulé quelques millions de dollars personnels en placement, puis seulement avec ses revenus de dividendes, ses revenus d'intérêt, ben, il encaisse, par exemple, 200 000 par année. Et en parallèle, ben, il y a un FER qui l'oblige, il a géré bien son REER, son FER l'oblige de retirer un autre 200 000, ben, son retrait de FER va être imposé à 50 %. Donc, dans cette situation-là, ben, il n'aurait potentiellement pas dû avoir de REER, mais plutôt avoir une compagnie de gestion ou tout simplement d'avoir ses placements personnels. C'est vraiment l'effet pervers du FER. Sinon, pour la majorité des gens qui n'auront pas des REER qui vont devenir vraiment très gros dans les millions,
Ben, c'est simplement qu'à 71 ans, ben, on est obligé de commencer à le vider. Sans donner de conseils, là, mais moi, c'est ça, je me suis fait conseiller quand j'étais plus jeune. Quand j'ai parti ma compagnie, mon premier comptable m'a dit c'est pas avantageux de prendre des REER. Donc, je veux pas que tu conseilles au monde qui sont en compagnie de ne pas prendre de REER. Mais c'est-tu une voie peut-être à penser, laisser de l'argent dans la compagnie, puis peut-être essayer de l'investir dans la compagnie versus prendre des REER. Mais encore là, on conseille à personne de ne pas prendre de REER. Mais moi, je me suis fait conseiller ça, puis mon hôte, il dit, ben, ça serait bien pareil d'en prendre, c'est une façon d'économiser. Il a raison. Mais quelqu'un qui est en compagnie puis qui a quand même des revenus intéressants, c'est peut-être quelque chose, il y a peut-être d'autres alternatives au REER. OK. Ben, regardez, si les gens sont vraiment intéressés par le sujet, là, il y a une firme qui est vraiment spécialisée là-dedans. Entre autres, c'est Brassard Goulet Arjo, BGY, qui, à toutes les 2 à 3 ans, vont publier une brique. Vraiment, 250 pages sur le salaire versus le dividende, le REER versus la compagnie de gestion. C'est sûr que c'est payant comme analyse si vous voulez l'avoir. Moi, mon thinking, c'est qu'avec le REER, il faut comprendre qu'il faut avoir eu un revenu de salaire pour pouvoir cotiser un REER. Donc, un entrepreneur, s'il se verse des dividendes, il n'aura pas le droit au REER. Le salaire, un des avantages du salaire, c'est la Régie des rentes du Québec. Sans salaire, on ne peut pas avoir de Régie des rentes du Québec, qui est quand même... Plusieurs disent qu'il n'y aura plus d'argent dans ce régime-là dans 20 ans, je ne veux pas cotiser à ça. Ça, ici, c'est vraiment une perception de comment on voit la Régie des rentes du Québec. Moi, jamais que ça n'existera plus. Ils vont juste augmenter les cotisations s'ils veulent le renflouer. Donc, c'est quand même un bon montant. La Régie des rentes, là, c'est environ 5 000 $ qu'on reçoit par année si on a cotisé durant toute notre vie. Ça vient avec le REER. Si on veut notre Régie des rentes, on va avoir eu du salaire. Là, on va pouvoir cotiser un REER. L'économie d'impôt, c'est un rendement immédiat. J'ai pas besoin d'investir dans un titre profitable pour avoir mon retour d'impôt. Je le reçois d'une année à l'autre. Ça fait que c'est quand même positif. Ça me prend des rendements dans la compagnie de gestion. Ça fait que si je suis un bon gestionnaire, puis le 10 000 $ que j'aurais sorti pour mettre dans mon REER, si je suis capable de bien le faire fructifier dans la compagnie de gestion, la mathématique va être meilleure dans la compagnie de gestion. Vous voyez que c'est pas une question qui se répond sous le coin d'une table, je dirais. C'est qu'il faut prendre un paquet de facteurs en considération. C'est quoi l'importance qu'on rattache au RRQ, à la Régie des rentes du Québec? C'est quoi ma capacité de générer des revenus dans la compagnie de gestion? Ça, c'est le principal point, je dirais, parce que si on ne bat pas le rendement de la Régie des rentes, ça va être dur de me faire dire je prendrai pas de salaire puis je verserai pas de REER à cause que je vais le battre dans ma compagnie de gestion. Il faut le faire. Bon, d'abord, moi, je vais me commettre. Si des entrepreneurs puis qui ne veulent pas nécessairement gérer leur argent, mais qui ont un peu d'argent via leur compagnie, moi, je vais me commettre. Ça ne me dérange pas de le dire. Je crois que c'est préférable si on a un bon courtier, évidemment, pas si nécessairement on gère notre argent, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, mais si on a un bon courtier avec des bons rendements, je crois que c'est plus profitable à long terme de laisser l'argent dans la compagnie puis de l'investir de cette façon-là versus prendre des REER. Fait que moi, je me commets, mais encore là, c'est ça. On le sait pas, mais comme Vincent a dit, ça prend des revenus, pas des revenus, mais ça prend une gestion quand même bien faite, puis ça prend une façon d'avoir des rendements quand même intéressants. Mais quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, on prend des REER puis on laisse le gouvernement gérer l'argent qu'on met de côté. Moi, je dirais, c'est sûr que fondamentalement, tous les fiscalistes, on va être de ton avis aussi. Parce que la base d'un fiscaliste comptable, là, pas d'un fiscaliste avocat, lui, c'est plus se débattre contre le gouvernement, mais les comptables, nous, c'est toujours de
maximiser le capital au travail. Donc, si on veut maximiser le capital au travail, ben c'est certain que dans une corporation, parce que dès qu'on en sort d'une entreprise, bon, on vient payer une facture d'impôt. Donc, c'est sûr que je te dirais la presque totalité de la communauté fiscale vont être d'accord que c'est mieux de générer ces revenus de placement dans la société de gestion, puisqu'on va avoir plus de capital au travail. Et généralement, c'est prouvé que quand tu as plus de capital au travail, au bout de la longue run, là, de la longue course, je dirais, ben, tu vas être plus riche. Fait que là, on va laisser Patrick parler puis gérer parce que là, on déborde puis ça se rallonge. Oui, mais ça reste du cas par cas, puis il faut réfléchir juste pour finaliser ça. Donc, pour cet épisode-là, c'était quand même très captivant. Effectivement, on a, en tout cas avec moi, j'ai 2 grands bavards, là, ça me plaît beaucoup. J'ouvre grand les oreilles. On va quand même clore l'épisode. On va continuer dans le prochain épisode avec un pot pourri, dans le fond, de questions. Ça se peut qu'on revienne un peu CRR ou pas, là, ça fait partie, qu'on le veuille ou non, de nos vies. Et pour ça, donc, pour cet épisode-là, on va conclure comme ça. Et je vous souhaite un bon trading, puis on se retrouve là dans 2 semaines.